Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, nos journalistes Raphaël Vivant et Mathilde Loire se sont penchés sur la question de la transidentité dans le monde du travail. Je rappelle donc pour ceux qui vous souhaiteraient lire ce long reportage que le lien est disponible dans la description du podcast. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Sarah Aguirre qui prépare une thèse sur la transphobie dans le monde du travail. Sarah Aguirre, bonjour. Bonjour. Alors, tu es doctorante en Belgique, on imagine que c'est là donc que se trouve ton terrain d'études. Quelle est la situation en Belgique pour les personnes trans dans le monde du travail? Oui, je fais ma thèse à l'Université libre de Bruxelles. La Belgique, c'est mon terrain d'études. Et par rapport à la situation de discrimination à l'égard des personnes transgenres, la seule étude qui existe actuellement dans les domaines, c'est un rapport qui a été fait par l'Institut pour les réalités des femmes et des hommes, et qui s'appelle Être transgenre en Belgique, où on voit clairement que les personnes transgenres sont discriminées dans le domaine de l'emploi, tant dans l'accès comme pour maintenir un emploi à cause de situations de harcèlement qu'il y a dans le milieu. En fait, j'ai juste quelques chiffres comme ça. Il y a 50, cette étude date de 2009. À l'époque, il y avait 51% des personnes qui ont répondu à l'enquête qui étaient en emploi, alors que 15% étaient à la recherche d'emploi. Et si on fait la comparaison avec la population en général, dans ces moments-là, il y avait 62% des personnes qui travaillaient en Belgique et 7% qui étaient à la recherche d'un emploi. On voit que le taux de chômage pour les personnes transgenres est plus ou moins le double, en fait. Il y a aussi une étude de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne qui montre une situation très similaire au niveau européen, dans tous les pays de l'Union européenne. Alors là, la première étude dont tu parlais date de 2009. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu une évolution depuis? Ça va être très intéressant de savoir parce qu'actuellement, il y a une autre étude qui est en train d'être menée et les résultats seront prêts en 2018. On pourra comparer un peu l'évolution. En sachant qu'il ne s'agit pas d'une étude longitudinale, donc les personnes qui répondent ne seront pas forcément les mêmes, mais ça peut nous donner des indications par rapport à la situation actuellement. Alors justement, nous, dans notre article, on a différents témoignages sur la réaction des collègues notamment. Est-ce qu'il y aurait une attitude, entre guillemets, idéale à adopter lorsque notre collègue débute sa transition? C'est une question un peu compliquée à répondre parce qu'il n'y a pas bien sûr de recettes magiques. Mais je dirais que ce qu'il faut faire, c'est surtout soutenir, respecter et s'informer. Et ne pas victimiser parce que parfois, il y a trop souvent le discours les personnes transgenres souffrent beaucoup. Il y a des personnes qui souffrent, il y a des personnes qui souffrent pas, et il y a des personnes qui souffrent à cause de la réaction de l'entourage, pas forcément à cause de la transidentité en soi. Je pense qu'il y a une autre question qui est importante aussi, c'est de ne pas en parler si la personne le souhaite, parce que parfois ça devient un peu un tabou. Je pense que c'est important qu'on soit capable d'en parler, de dialoguer, de demander à la personne si on a des questions, avec un regard bienveillant, bien sûr. Tu penses que c'est ce qui manque, c'est ce qui pourrait déclencher toute cette discrimination, ce manque d'information en soi? C'est une bonne question, mais je pense que plus que, plus que le manque d'information, et je crois, effectivement, je pense qu'il y a un manque d'information, mais je crois qu'il y a aussi, je le vois plus comme un problème de l'ordre symbolique, de l'ordre du discours, de qu'est-ce qu'on pense, enfin, comment est-ce qu'on définit les hommes et les femmes, et comment est-ce que ça pourrait être défini autrement, non, et les genres en général. Je pense que c'est plus une question de déconstruire des discours hégémoniques que de juste avoir plus d'informations. Bien sûr, l'information fait partie de cette déconstruction, mais à mon avis, ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut vraiment avoir un dialogue qui aide à déconstruire, qui nous aide un peu à questionner les idées qu'on tient pour acquis, non? Tous ces a priori sur les genres, en fait.
Alors, à l'inverse, si on se met à la place de la personne qui fait cette transition, dans notre article, on parle notamment d'une personne qui avait décidé de prendre le taureau par les cornes, d'en parler dès le départ dans son milieu, à son travail, à ses collègues, dès le début d'en parler. Est-ce que, pareil, il y a aussi une attitude, entre guillemets, idéale à adopter vis-à-vis des collègues, ou bah, pareil, il y a pas de recette miracle? Je pense que c'est très compliqué de généraliser. Il faudrait étudier au cas par cas quelle est la situation spécifique, quel est le milieu de travail, etc. En même temps, je ne veux pas parler pour les personnes transgenres en tant que femme cisgenre. Je ne peux pas parler à leur place, donc je n'ai pas été dans cette situation. Mais comme ça, de l'extérieur, je pense que quelque chose qui pourrait être fait dans les processus, c'est surtout chercher des alliances dans le milieu de travail, et notamment des personnes qui ont des postes de responsabilité et qui vont soutenir le processus de transition. Je crois que ça, c'est assez important. Mais après, ça va dépendre vraiment de chaque situation et aussi de la personne, ce que la personne souhaite. Il y a des personnes qui arrêtent de travailler pendant la période de transition. Il y a d'autres personnes qui ne font pas ça. Un peu, ça dépend de la personne. Après, par exemple, dans les contextes belges francophones, à Bruxelles, il y a une association qui s'appelle Genre Pluriel, qui fait un accompagnement aussi des personnes qui souhaitent faire la transition dans le domaine du travail. Donc, je crois que chercher des associations qui ont un savoir sur le comment faire, non, à partir des expériences d'autres personnes, ça peut aider aussi. Et ben justement, effectivement, donc là, tu parlais d'une association à Bruxelles, on se doute bien qu'il en existe d'autres hein, en France ou ailleurs. Est-ce que c'est vraiment suffisant, finalement, ces associations qui accompagnent, qui aident? Je crois qu'encore une fois, il y a des personnes qui aiment avoir cet accompagnement, il y a d'autres personnes qui pensent que, enfin, n'ont pas besoin d'aller chercher l'aide d'une association. En tout cas, je crois que c'est très bien que ce type d'association existe. Et pas seulement qu'elles existent, mais qu'elles reçoivent un financement et des ressources, parce qu'actuellement, la situation de beaucoup d'associations, enfin, elles peuvent continuer grâce à un travail bénévole, en fait. Et ça, c'est pas très juste non plus. Oui, donc au moins, voilà, qu'il y ait ce choix, en tout cas, d'accessible pour chacun et qu'ils puissent bénéficier ou non, d'ailleurs, de l'aide de ces associations, mais au moins, voilà, ils ont le choix. Et est-ce qu'on a une idée des milieux, peut-être socio-professionnels, qui semblent mieux accepter les personnes transgenres, mieux accepter ces transitions? Oui, je réfléchis à cette question et en fait, je vais vous donner un exemple. J'ai réalisé des entretiens groupales avec des travailleurs et des travailleuses cisgenres dans de différents milieux. Et l'un de ces milieux, c'était une agence pour l'emploi. Et donc, les personnes qui travaillaient dans cette agence me disaient qu'en fait, elles faisaient elles cherchaient, elles faisaient comment on dit, un placement positif de la personne. Donc, les personnes qui travaillent dans cette agence allaient chercher des endroits, des milieux où elles savaient déjà que la personne allait être acceptée. Et je pense que c'est une anecdote assez intéressante parce que ça montre. Et normalement, c'était, par exemple, on parlait de milieux comme être coiffeur à Bruxelles, des milieux comme ça. Et je me demande jusqu'à quel point ce n'est pas aussi une reproduction d'un préjugé, mais qui finit à la fin pour créer vraiment cette réalité qui initialement pourrait être un préjugé. Je ne sais pas si j'ai... Alors, on va peut-être développer effectivement des préjugés dans le monde, par exemple de la coiffure ou ce genre de choses. Oui, donc je ne sais pas dans quelle mesure c'est vraiment que les personnes trans seraient plus acceptées dans ce type de milieu ou si c'est plutôt un préjugé, mais comme on accepte ces préjugés, on envoie ces personnes à ce type de milieu et donc du coup c'est ce type de milieu qui accepte les personnes transgenres. Vous voyez. Donc, mais après, c'est vrai aussi que le milieu du travail est un milieu genré et pas seulement genré. Il y a une norme masculine hétérosexuelle aussi. Et, et donc, les questions trans, disons que
porte un défi dans beaucoup de milieux de travail. Mais à la fin, je ne sais pas si les personnes trans sont plus acceptées dans un milieu que dans d'autres. Je dirais qu'elles peuvent être plus acceptées dans des milieux où on est prêt à se questionner et à questionner nos pratiques quotidiennes. Parce qu'à la fin, c'est surtout ça le problème, non? Le type de pratique quotidienne et l'idée aussi qu'on a du sujet travailleur comme un sujet homme hétérosexuel, blanc, etc., classe moyenne. Ouais, donc ça fonctionnerait mieux peut-être dans des milieux qui sont moins connotés, moins catégorisés. Peut-être que ça fonctionne mieux dans d'autres milieux que ceux-là, du coup. Oui, mais même, j'ai l'impression que même dans les domaines dits féminisés, quand même, il y a l'idée d'un travailleur homme hétérosexuel. Ça c'est la norme et le reste, c'est l'exception. Donc, je crois qu'il faudrait déconstruire cette image aussi de qui est le sujet travailleur aussi. Ok. Alors, dans d'autres de nos témoignages, il y en a certains qui rapportent donc de cette espèce de fascination des collègues sur la transidentité, certains jusqu'à même poser des questions déplacées. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette curiosité étrange, ce besoin de poser des questions, même si c'est le genre de questions qu'on ne poserait pas du tout à quelqu'un d'autre, quoi? Je crois que ce qu'il y a au fond de ce type de questions, c'est qu'on a besoin d'expliquer ce qu'on ne trouve pas normal. Parce que quand on considère que quelque chose est normal, on n'essaye pas de l'expliquer, on n'essaye pas de poser de questions. Après, je pense pas que ce type de questions soit faites avec de la méchanceté, non? C'est pas toujours méchant. Ça peut être méchant, mais c'est pas toujours méchant. Je pense que c'est vraiment, je crois que dans l'ordre symbolique, les personnes transgenres jusqu'à maintenant ont été inintelligibles. Donc, et j'ai vu ça dans mes recherches aussi, les personnes que j'ai interviewées à la fin, elles se posent toujours la question, oui, mais cette personne, c'est quoi en réalité? Non, en réalité, elle est née homme, elle est née femme, donc c'est ça ce qu'elle est. Et donc, c'est une question de changer la façon dont on conceptualise les catégories de genre aussi. Alors, justement, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de toi, ta démarche? Tu parles d'entretien que tu as fait. Qu'est-ce que, ben, qui est-ce que tu rencontres finalement? Et puis, qu'est-ce que tu essayes de faire à travers ces entretiens-là? Mm -hmm. Donc, moi, je m'intéresse, mon objet d'étude, c'est la transphobie et les attitudes transphobes des personnes cisgenres. Donc, moi, je peux interviewer des personnes transgenres. Je suis en relation, en contact avec des associations trans, mais c'est pas mon objet d'étude, c'est pas les personnes trans. Pour moi, les personnes trans, c'est mon point de départ, c'est leur expérience et leur existence, et je ne remets pas en cause ça. Je m'intéresse plutôt à expliquer quels sont les mécanismes, quelles sont les attitudes qui mènent à discriminer, à exclure du domaine du travail aux personnes transgenres. Donc, je réalisais des entretiens groupals dans des milieux de travail différemment masculinisés et féminisés pour voir un peu quelle est l'attitude des personnes cisgenres à l'encontre des personnes trans, comment on justifie l'exclusion, parce que je pense que c'est un résultat très intéressant. Il y a un double discours, parce que d'un côté, il y a une adhérence forte au principe d'égalité, de tout le monde est égaux, on est tous égaux, etc. Et il ne faut pas discriminer, etc. Mais en même temps, il y a d'une façon très subtile un renforcement des normes hétérosexuelles et cisgenres constantes. Et je pense qu'on va de plus en plus vers une transphobie, mais pas seulement la transphobie, mais aussi le sexisme et l'hétérosexisme très subtil, qui est moins évident, moins ouvert, moins explicite, disons. Et en même temps, comme c'est comme ça maintenant, ça va être plus difficile, et c'est déjà un peu plus compliqué de les combattre, parce que c'est plus compliqué de l'identifier premièrement. Alors, mais justement, comment on peut les combattre? Ça, c'est la question. Je pense que c'est très compliqué, parce que c'est un peu, comme je le vois, c'est un peu une lutte de signification. Et qui a le pouvoir de définir. Non, traditionnellement, par exemple, ça a été le milieu médical et juridique qui avait le pouvoir de décider
de définir qui était homme, qui était femme. Et maintenant, c'est remis en question, ces pouvoirs. Mais il y a des questions de pouvoir qui sont très fortes aussi. Je pense, je sais pas, il y a des gens qui désespèrent un peu parce qu'on pense que c'est très compliqué de changer la réalité. Je pense que c'est à travers les débats publics et à travers les dialogues surtout, pour changer, pour déconstruire des discours hégémoniques. Mais en même temps, il y a après les questions des actions positives, par exemple dans le domaine de l'emploi, qui pourraient être mises en place pour compenser un peu cette discrimination, en tant que mesure temporaire pour équilibrer la situation. C'est pas des mesures pour toujours, mais... Alors, quel genre d'action pourrait être mise en place justement pour contrer cette discrimination? Par exemple, par rapport à la discrimination à l'égard des femmes, il y a tout ce qui est quota, etc., qui est aussi contesté parfois, parce que, à mon avis, c'est mal compris. Pour les personnes transgenres, j'ai jamais vu une initiative comme ça. Et je pense que là, ce qui est la complexité, c'est de comment définir personne trans, parce que là aussi, c'est un terrain des luttes, comment on définit qui est trans. Mais peut-être c'est une piste à explorer, en fait. Oui, parce que dans l'article, on le voyait aussi, la définition, parce que dans certains milieux, il y en avait qui acceptaient la transition, même s'il n'y avait pas eu opération ou autre, et d'autres qui considéraient que tant qu'il n'y avait pas opération, la personne n'était pas une personne trans. Donc c'est là où il y a un problème sur la définition, où c'est débattu. Vous voulez dire par rapport aux personnes trans, comment elles se définissent? Oui. Oui, mais c'est vrai que là, il y a différents points de vue, et c'est pas juste 2 points de vue, il y a beaucoup plus de points de vue. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a besoin d'une catégorie pour pouvoir, par exemple, juridiquement, pour pouvoir protéger un groupe de personnes. Mais je pense qu'il faut avoir une catégorie pour avancer, mais pour après détruire la catégorie. Et je crois qu'on va marcher comme ça. Donc peut-être qu'on va donner une définition préliminaire pour avoir un fin pratique, disons, pour faire quelque chose. Et après, on va critiquer cette définition et on va la changer. Et pour moi, c'est un processus continu. Mais en fait, l'une des difficultés principales du début de ma thèse, c'était justement comment définir les personnes trans sans fixer cette définition et sans l'imposer en tant que chercheuse, non? Parce que dans l'académie, on a tendance aussi à imposer nos visions de la réalité, alors que... Et donc, moi, ma solution, entre guillemets, c'était je proposais une définition, mais j'ai explicité que c'était une définition temporaire. Parce que pour moi, la question trans, le problème, entre guillemets, pas le problème trans, mais le problème pour lequel les personnes trans sont discriminées, c'est qu'il y a une notion de quel type d'incarnation de genre les personnes doivent avoir en fonction du type de corps. Et il y a une norme par rapport à cela. Et les personnes qui ne se conforment pas à cette norme sont considérées trans et elles sont discriminées. Mais à partir du moment où la norme change, la distinction entre trans et cis tombe à l'eau. Parce que s'il n'y a pas une norme sur quel type d'incarnation de genre les personnes doivent avoir, forcément la distinction n'a plus de sens. Donc la question de la définition est très importante et très sensible aussi, parce qu'en définissant les personnes trans, on construit la réalité aussi. Alors justement, c'est quoi la définition dans ta thèse que tu as donnée? Moi, je parlais, mais j'ai donné une définition pour pouvoir faire mes recherches. Donc, je ne prétends pas donner la définition, mais pour moi, c'est des personnes qui ont des expériences qui ne correspondent pas aux normes d'incarnation de genre. C'est parce qu'en plus, j'ai écrit en anglais, donc c'est gender embodiment, et qui défie cette norme à de différents degrés et de façon différente. Donc, pour ma définition, trans, c'est la personne qui s'est fait opérer, la personne qui ne se fait pas opérer.
la question clé, Global. c'est Oui. qu'elle n'adhère pas à ces normes d'incarnation de genre. Ouais. Là où effectivement certains font la différence entre opération, non-opération et acceptent plus ou moins de considérer la personne comme trans selon cette base-là. Mais en fait, toi, la définition est plus générale, plus ouverte en tout cas. Et, Oui, parce que moi, j'essayais surtout d'avoir une définition très large pour pouvoir voir quels sont les différents éléments qui sont impliqués dans la discrimination. Parce que même si c'est une définition parapluie, on pourrait dire, après, il y a des différences par rapport aux expériences de discrimination en fonction de si on a pris des hormones ou pas, ou si on a pu changer le sexe légal qui apparaît dans les documents d'identité, etc. Donc, aussi, les expériences de discrimination ne sont pas les mêmes. alors, justement, en parlant de discrimination, donc dans notre article, on a le sociologue Arnaud Alessandrin qui parle de 2 à 7 cas de discrimination à l'embauche qui sont portés en justice. Sur la centaine de cas qui existent réellement, est-ce qu'on sait pourquoi il y en a aussi peu qui sont portés en justice? J'ai posé la même question à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Et en Belgique, c'est pareil. On m'avait dit qu'il y a eu 6 plaintes en 2011 et 2 plaintes en 2012 et aucune en 2013 et 2014 auprès de l'Institut. En fait. Je pense que la question de la discrimination est compliquée parce que parfois quand on pense à la discrimination, on pense à des actions très explicites et très claires. Non? Par exemple, un patron qui vire ou qui renvoie à un employé et qui le dit, je te renvoie parce que tu es trans ou parce que tu es enceinte. Et normalement, enfin, dans la plupart des cas, ça ne se passe pas comme ça. La discrimination est beaucoup plus subtile. Donc, parfois, même les personnes qui sont victimes de discrimination ne se rendent pas compte ou ne sont pas conscientes ou ne sont pas sûres si c'est de la discrimination ou si c'est quelque chose d'autre. Donc, premièrement, il faut pouvoir identifier ces discriminations. Et après, il faut aussi pouvoir prouver une discrimination est très compliqué aussi. Après, j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres facteurs comme la peur de perdre l'emploi ou ne pas vouloir créer un mauvais environnement. Enfin, je pense qu'il y a tellement de facteurs qui jouent que c'est important que les personnes sachent qu'elles vont être protégées si elles portent plainte. Parce que si même ça, c'est pas assuré. Par exemple, en Belgique, je ne sais pas en France, mais en Belgique, la loi pour antidiscrimination par rapport au genre a inclus aussi en 2014, je crois, le critère identité de genre et expression de genre comme critères protégés par la loi. Donc ça, c'est une avancée très claire. Donc, qui pourrait aider effectivement à porter plus d'actions en justice. Mais bon, comme tu dis, si les discriminations sont difficiles aussi à prouver, à montrer, ça peut expliquer qu'il n'y en a pas beaucoup qui soient mises en lumière comme ça. Et alors, tu parlais tout à l'heure d'éventuels moyens pour aider l'insertion, enfin pas l'insertion, mais l'embauche de manière générale dans le monde du travail aux personnes trans. Donc, parler de questions de quotas. Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens qu'on pourrait mettre en place pour faciliter la carrière des personnes trans, les aider à rencontrer peut-être moins de difficultés dans le monde du travail? Hum, je pensais que peut-être la figure de conseillère de diversité pourrait être utile dans les entreprises et les organisations. Mais il faut qu'il y ait une compréhension de la diversité, pas comme une question folklorique de on va avoir de la diversité, je ne sais pas, comme avoir des repas différents de différents pays. Pas dans ce sens-là, mais il faut une compréhension des questions de pouvoir qui sont derrière cette question de la diversité, des créations, des différenciations et des hiérarchies, en fait. Donc, quelqu'un qui ait une capacité analytique de quelle est la situation et quels sont les déséquilibres de pouvoir aussi au sein des milieux de travail, des entreprises. Est-ce qu'on peut espérer à l'avenir qu'il y ait de moins en moins de conséquences professionnelles à la transition, ou alors, comme tu le disais, tu avais l'impression qu'à l'inverse, il y avait une espèce de montée de cette pensée transphobe, sexiste, même au-delà de ça. Est-ce qu'on peut voir une évolution positive à l'avenir? Je pense que c'est très compliqué de prédire le futur, l'avenir.
Non, je n'ai pas dit qu'il y ait une montée. Je pense que les façons dont la transphobie se présente et le sexisme aussi et l'homophobie changent. Et je pense pas que, je crois pas que ça soit un pas en arrière. Je pense plutôt que je ne suis pas d'accord avec l'idée du progrès linéaire. On avance toujours, on recule jamais. Je pense que c'est plutôt des cycles. Donc il y a des choses qui s'améliorent, il y a des choses qui deviennent pires, qui rendent pire la situation. Mais ce que j'ai dit surtout, c'est que c'est de moins en moins explicite. Et plus les personnes trans vont être... parce qu'avant, j'ai l'impression que c'était une question que les gens ne se posaient même pas. Donc, les personnes trans étaient plus invisibles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression que dans les médias, elles sont beaucoup plus présentes. Et ça peut être positif parce que c'est une visibilisation, mais en même temps, ça peut amener aussi à des réactions plus fortes qu'avant, parce qu'avant, ce n'était pas une question sociétale, entre guillemets. Et plus ça devient central et importante, plus il peut y avoir des questions, des réactions à son encontre. Mais en même temps, ces réactions, il y a des actions, des réactions très clairement transphobes. Mais il ne faut pas réduire la problématique à 2-3 personnes qui, dans le média, disent quelque chose super fort. Il faut voir aussi tous les discours beaucoup plus subtils qui sont en place et qui, avec une apparence d'égalité, on dirait que c'est le discours qui accepte, mais en réalité, ça n'accepte pas. Et je pense que ce qu'on doit faire, c'est surtout rendre possible un dialogue et un débat sur cette question. C'est pas censuré, mais parfois, j'ai l'impression qu'il y a des positionnements très, je sais pas, très polarisés, en fait, et ça rend impossible en parler. Donc là, on rentre un peu quoi, dans une zone de flou. Les gens prennent conscience que c'est une question à laquelle il faut aussi réfléchir. Ils sont en train d'y réfléchir eux-mêmes. Et donc, quoi, il faudrait continuer informer pour vraiment que ça rentre, ouais, que ça rentre dans les questions de société normale ou autre. Mm. Ouais, ce serait bon. Ok. Ok, et alors là, juste dernier point, je sais pas si tu as une vision là-dessus, puisque tu es axé vraiment sur le lieu, le lieu de travail, mais donc on parle, le premier lieu de transphobie, ce serait donc la rue, le deuxième, le lieu de travail. Est-ce qu'on sait le milieu familial dans tout ça, où est-ce qu'il se situe? Je ne sais pas si je peux répondre à cette question. En fait, parce que par exemple, par rapport à la situation en Belgique, le premier endroit de discrimination qui a été dénoncé par les participantes de l'étude ici, c'était le domaine du travail. C'était pas D'accord. En Belgique, le domaine du travail était passé devant. ce qui a été dénoncé plus souvent, en fait. C'est vrai que la rue, il y a beaucoup de problèmes aussi, mais par rapport à la famille, Voilà, c'est vraiment plus axé sur le monde du travail, qui en tout cas, a priori, pole position en transphobie pour la Belgique. C'est bien le lieu de travail, en l'occurrence. Donc, de toute façon, sur lequel il faut aussi se focaliser, parce qu'on imagine bien que si on... Ça aura des incidences sur la suite d'informer dans le monde du travail ou autre, ça a forcément des incidences dans la rue, dans la famille ou autre derrière. oui, en fait, quand j'aurai fini la thèse, je m'aimerais créer une espèce de guide avec des questions clés, des points clés pour pouvoir orienter, contribuer à l'amélioration dans le domaine du travail. Okay. Est-ce qu'il y aurait, je sais pas, deux, trois questions, par exemple, qui reviennent beaucoup dans les entretiens? Il y a une question qui est assez importante, c'est l'idée que les personnes trans seraient acceptées dans le domaine du travail pourvu que ça ne se voit pas qu'elles sont trans. Et donc, en réalité, ça, c'est une non-acceptation
de la transidentité ou l'expérience trans, parce qu'il y a des personnes trans qui ne veulent pas que ça se sache, et c'est complètement respectable, mais il y a d'autres personnes qui veulent revendiquer leur identité trans. Et dire que c'est accepté si ça ne se voit pas, ça veut dire qu'on prend en force la norme cisgenre. Alors, au lieu de modifier notre idée sur, encore une fois, cet espace de travail qui est décrit comme neutre, mais qui en réalité est cisgenre. Ok, donc ouais, là c'est le point qui revient le plus, mais qui effectivement renie complètement la transition en soi. Oui, oui. Ok. Donc premier point sur lequel se focaliser. Très bien, bah, en tout cas, on a hâte de voir ce guide voir le jour, puisqu'effectivement, il pourrait faire avancer beaucoup. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là. En Belgique, il y a une ou deux personnes que je connais. Enfin, je ne connais pas tout, mais non, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de personnes dans les domaines francophones. En Espagne, il y a pas mal de personnes aussi qui travaillent sur cette question. Et en Amérique latine, aux États-Unis, bien sûr, il y en a beaucoup. D'accord. Plus qu'en Europe. En Europe, j'ai l'impression que ça commence. Bon, donc au moins évolution à ce niveau-là, qui dit Ouais. peut-être plus de chercheurs, peut-être plus voilà, de Ouais, guides il y a ou plus de suggestions pour améliorer toutes ces situations. Très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas, Sarah, d'avoir participé à notre podcast. de rien. Et donc je rappelle à tous nos internautes que si vous êtes intéressés pour lire notre long reportage, le lien est dans la description du podcast. Et puis dans ce cas-là, on va s'arrêter ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le 8e étage.